Génial. Fabio. Bonjour Fabio. Bonjour Pascal. Eh bien, comme tu le sais, aujourd'hui, on a un honneur exceptionnel pour tous les deux, pour notre passion en tant que chercheur et en tant que lecteur. Nous allons avoir l'honneur d'échanger, d'interviewer Guillaume Delage, l'auteur du choix, Le choix Atlante et Thoth Hermès également. Guillaume, tu es là? Allô, oui, bonjour Pascal, bonjour Fabio. Oui, je suis là, j'espère que vous allez bien. Bien, merci Guillaume. Bonjour Guillaume. Là, maintenant que nous sommes en ligne tous les trois, je vous présente mon ami Fabio Pinca, qui est un sportif qui va prendre le temps de se présenter et ensuite, eh bien, on va vous poser quelques questions de manière à créer le lien. Avec plaisir. Bonjour Guillaume, je suis très honoré Bonjour. de partager ce moment avec vous. Donc moi, je suis Fabio Pinca, champion du monde de boxe thaïlandaise, donc sportif de haut niveau encore actuellement et également entrepreneur Très bien. dans le sport. Allô? Eh bien, je pense que c'est à moi de me présenter. Je m'adresse à vous, Pascal, qui dirigez cette interview. Eh bien, je suis auteur de livres qui sont c'est Le choix Atlante, qui ont paru aux éditions Moriasson. Et donc, j'écris des articles depuis de nombreuses années. Je fais des vidéos sur une chaîne YouTube, Guillaume Delage Vidéo, et je fais des séminaires également, et accessoirement des interviews comme celle que je fais avec plaisir avec vous. Voilà. Merci Guillaume. En tout cas, je vous remercie de nous accorder ce temps d'échange ensemble. Dans cette situation que nous vivons en plein changement, en plein bouleversement, après selon le point de vue qu'on se positionne, mais là, nous, notre intérêt, c'est, comme nous sommes des lecteurs du choix Atlante, qui en tout cas relate des faits sur l'histoire et sur les textes anciens, j'aimerais bien en tout cas qu'on puisse avoir l'occasion d'aller avoir quelques détails, en tout cas que vous nous racontiez comment vous êtes arrivé dans le monde hermétique, hein, dans la sagesse sacrée. Comment j'y suis arrivé, ce n'est pas, je n'étudie pas la théologie spécialement, ni les textes sacrés. C'est une partie de mon travail, bien sûr. Mon travail est surtout versé depuis de nombreuses années, depuis des décennies, sur l'enseignement hermétique. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont aidé sur ce chemin et qui m'ont permis d'aller, étant très jeune, donc poursuivre cette quête initiatique, on va dire, sur l'enseignement hermétique. Et de fait, j'ai pu acquérir quelques connaissances qui m'ont permis d'arriver jusqu'à ce que je vis aujourd'hui, c'est-à-dire à faire aussi, pour partager cette connaissance, à faire des articles, à faire une chaîne YouTube qui s'appelle Guillaume Delage Vidéo, à écrire des livres et accessoirement à faire des séminaires. Voilà. Oui, et vous faites aussi des séminaires. Les séminaires, est-ce que vous pourriez en tout cas nous donner quelques informations sur l'intention des séminaires? Mais vous savez, en fait, je tente d'aborder un thème qui est assez, je dirais, commun à l'être humain, c'est de tenter de répondre à des questions fondamentales que toute personne normale, je dirais, se pose, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais ici-bas, où est-ce que le destin, si destin il y a, m'emmène, et quel est mon rôle ici-bas, et comment puis-je faire pour comprendre mieux certaines choses, pour mieux me comprendre et pour aller de l'avant. Voilà, donc ça c'est
Alors, je ne dis pas, parce que ce serait très prétentieux, que je donne l'accès à cette porte qui ouvre le chemin de la conscience, mais en tout cas, je m'y efforce par l'intermédiaire de l'enseignement que j'ai reçu, parce que je ne suis ni un gourou ni un maître à penser, je n'ai pas d'enseignement par moi-même, contrairement à d'autres personnes qui sont dans le New Age, quelque chose que je n'apprécie pas particulièrement, mais bon, nous ne sommes pas là pour parler de ça. Simplement, je tente de donner ces informations et d'aider les gens à mieux comprendre qui ils sont et où ils se dirigent. Et donc ça, c'est le but des séminaires, dont un qui est le principal, qui s'appelle De l'homme animal à l'homme divin, où justement, il y a cette mise en perspective des deux aspects de l'être humain, à la fois l'aspect animal, qui est celui que tout le monde connaît, qui est basé sur l'instinct, qui est le corps physique avec tout ce qui compose la structure psychologique de l'homme. Et puis, il y a cet autre aspect, donc, qui est l'être divin que nous sommes profondément et essentiellement, je dirais, et que peu de personnes connaissent. Et le problème est justement là, c'est que nous sommes forcés de vivre dans un monde matériel, et c'est très bien comme ça, parce que ce monde nous apporte beaucoup d'expériences qui nous permettent de grandir en conscience, et donc le but est d'arriver à laisser un peu plus de place à l'être divin que nous sommes, plutôt que de croire que nous ne sommes qu'un être de chair avec des émotions, et voilà tout. Bien sûr. Fabio, est-ce que tu veux partager quelque chose à Guillaume? Oui, moi, nous sommes sur un sujet qui me fascine. Ça fait quelques années que je fais pas mal de recherches et c'est vrai que là, je suis tombé sur votre œuvre et donc ça rejoint pas mal de recherches que j'avais déjà faites. Maintenant, je m'interroge sur quand même plusieurs sujets et notamment, j'aimerais savoir, selon vous, pourquoi toutes les théories qu'on voit dans votre œuvre ne sont pas enseignées dans les écoles, par exemple. Ah, écoutez, là, c'est pas moi qu'il faut le demander, mais je peux vous apporter peut-être une réponse, tout simplement parce que ces sujets, par une intelligentsia qui est un peu trop imbue d'elle-même, décide de ne pas partager ces informations. Elle ne veut même pas y mettre le nez parce que ces informations, d'après certaines personnes, sont des informations complètement décousues, des informations qui ne sont pas fondées, des informations qui sont abracadabrantesques. Donc, que vous dire de plus par rapport à ça? C'est tout simplement le problème qui existe depuis que, je dirais, après ce qu'on appelle les écoles de mystère qui existaient, alors je vais aller rapidement là-dessus, dans l'Antiquité égyptienne, grecque et partout dans le monde, enfin partout non, mais dans des lieux très particuliers, il y avait ce qu'on appelait les écoles de mystère. Alors mystère, c'est pas parce que c'est mystérieux, c'est pas parce que ça fait peur. Mystère, c'est dans le sens de myste, c'est l'origine qui veut dire que il y avait des êtres initiés, en quelque sorte, pour faire court, qui enseignaient. Voilà d'où vient le terme myste et mystère. Donc, c'est dans ces écoles de connaissances que les anciens Égyptiens, que les Grecs, que plus tard, avec l'école d'Alexandrie et d'Athènes au 1er siècle de notre ère, on enseignait ces choses-là. Et ça faisait partie de la science. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, à Alexandrie, à l'école d'Alexandrie, qui était tenue par Hypatie, cette disciple merveilleuse avec son père, eh bien, c'était de grands mathématiciens, elle comme son père. Et donc, dans cette école d'Alexandrie, il y avait bien entendu ce qu'on appelle les mystères, c'est-à-dire toute cette science qui était donnée. Mais à un moment donné, pour X raisons que j'explique dans mon livre, donc la cassure a été faite et du coup, les mystères antiques se sont séparés parce que, dû à l'Église, dû à d'autres forces, d'autres structures et d'autres forces, eh bien, on a sectionné
parce qu'il y avait on dira des forces adverses qui étaient dans ces structures-là, qui ont décidé que hors de l'Église, point de salut. Donc, si on n'était pas conforme au canon de l'Église, eh bien, il fallait partir. Et on était brûlé et on était torturé. Donc là, je schématise un petit peu, mais c'est ça. Et par la suite, eh bien, il a fallu que la science qui balbutiait et qui a été donc qui est venue se présenter avec ses découvertes 17e, 18e siècle, eh bien, les scientifiques à chaque fois devaient rendre compte à l'Église. Ça se retrouve dans certains livres anciens qu'on peut voir encore et où il est dit grâce à vous, Monseigneur, etc. On faisait toute l'apologie du cardinal ou de l'évêque en question, qui était dans la section où, enfin la ville où vivait l'auteur, et on faisait donc amende honorable avant de présenter l'ouvrage qui devait être conforme au canon de l'Église, etc., etc. Bref, donc ça n'a pas empêché que beaucoup de scientifiques de l'époque, 17e, 18e siècle, étaient des initiés. Je pense à Newton notamment, etc., etc. Enfin, on va pas parler de ça maintenant, mais donc petit à petit, après le 5e siècle de notre ère, eh bien, les écoles de mystère, quand le catholicisme a commencé à venir et que, notamment avec l'évêque Cyril, qui a été un tortionnaire par rapport à ce que représentait l'école d'Alexandrie, et puis il avait fait soulever le peuple pour que Hypatie, dont je vous parlais à l'instant, qui a été tué et torturé, enfin je ne vais pas vous dire comment parce que c'était affreux. Et donc c'est à partir de là que les écoles de mystère se sont fermées et qu'on a laissé la place à la religion et qu'on a laissé la place à la science qui était naissante et qui se redécouvrait elle-même. Et donc aujourd'hui, eh bien, la science est devenue une puissance telle que si on n'est pas dans la science, on n'est nulle part. Donc, si on ne peut pas démontrer que ce que l'on dit est vérifiable par la science actuelle, eh bien, on est considéré comme étant incompétent, pour le moins, et assez, je ne sais pas comment vous dire, mais tout simplement hors hors de toute compréhension et un amuseur public si on s'amuse à dire certaines choses. Voilà. Mais à titre personnel, j'invite la science quand même à pouvoir parfois, enfin pas la science, mais les scientifiques, pardon, les scientifiques à se remettre un peu en question. Et Dieu merci, aujourd'hui, certains scientifiques commencent et on voit des noms qui apparaissent sur Internet, des scientifiques qui ont un esprit très ouvert. Et ça c'était dû d'ailleurs à la révélation la découverte, si on peut dire, de la science, de la physique quantique. Et donc, aujourd'hui, heureusement, des scientifiques s'éprennent, en quelque sorte, de la tradition hermétique. Voilà. Pardon d'avoir été un peu long, mais j'ai essayé de synthétiser quand même toute cette question par rapport à toute cette réponse par rapport à cette question, à votre question. Très bien. Je vais rebondir dessus. Monsieur Delage, je voudrais vous poser une question enfin, en tout cas, si j'ai bien compris, c'est que il y a eu au XVIIe une cassure entre les mondes subtils et la matière par rapport au lien de la physique quantique. C'est que aujourd'hui, on est plutôt sur une pensée par la matière que une pensée plus subtile, plus spirituelle, qui nous permettrait de retrouver le lien de qui nous sommes. C'est bien ça? Non, c'est pas au XVIIe, ça s'est cassé. Enfin, ça s'est d'une certaine façon occulté au 5e siècle. Et après, il y a des scientifiques qui sont nés, qui sont venus, qui ont finalement fait que redécouvrir ce que les anciens Égyptiens et les Grecs avaient dit préalablement. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne où je parle de ce savoir des anciens, d'ailleurs. On voit très bien que, bon, on a fait que redécouvrir ce qui existait déjà. Hein. Donc, la physique quantique, non, je suis pas physicien, je peux pas vous en parler, mais ce que je peux vous dire, c'est que malheureusement, la physique quantique, comme elle n'est pas vraiment structurée aujourd'hui dans une sorte
de cursus particulier, eh bien tout le monde se plonge dedans, comme on ne peut pas vérifier, ce qui fait le bonheur du New Age qui prend ça à bras le corps. Et aujourd'hui, physique quantique devient de plus en plus habillé d'un voile d'incompétence, quoi. Voilà, par certains, pas par les physiciens de métier, bien sûr. Mais donc, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un jour, j'espère proche, mais c'est pas encore demain, un jour, on comprendra qu'il n'y a qu'une science dans l'univers, et que cette science regroupe toutes les sciences, y compris la science divine, puisque la science n'est que divine. C'est ce qu'il faut bien entendre. Aujourd'hui, on sectorise la science, et même les scientifiques entre eux, vous prenez un physicien et vous prenez un mathématicien, ils ont parfois des difficultés à se comprendre. Donc, il n'y a qu'une seule science. Le problème, c'est qu'on a occulté une partie de cette science des sciences qui est la science hermétique, qui n'appartient à personne et qui est le fleuron de tout ce qui peut être notre culture humaine d'une certaine façon. Quand je dis notre culture humaine, c'est-à-dire avec tout ce qui aide l'homme à s'extraire de sa nature inférieure. Donc, effectivement, il y a cette science qui aujourd'hui est fractionnée. Alors, on a pris les mathématiques, la physique, la chimie, la médecine, etc., etc. Et non seulement elle est fractionnée, mais elle est incomplète. Et Dieu merci, on découvre chaque jour davantage de choses. Bien. Donc, à terme, on comprendra et on commence maintenant, et c'est une bonne chose, on commence à voir que on ne peut pas rester figé sur des concepts qui sont étriqués et qu'il faut aller plus loin. C'est ce que fait la physique quantique et c'est ce que font certains physiciens qui même eux certains scientifiques d'une manière générale, qui même eux sont critiqués par leurs pairs parce qu'ils sortent du canon, on va dire, de la science. Et donc, ils sont obligés de travailler dans le silence parce que sinon, ça peut être dangereux pour eux. Et ça existe en médecine, ça existe dans toutes les sciences que l'on connaît. Donc, moi, je n'entrerai pas dans ce débat-là, ça ne me concerne pas. Simplement, vous dire que à terme, il faudra bien que l'être humain comprenne que s'il se défait d'une partie de ce qu'il est, eh bien, il n'est qu'amputé d'une grande section de lui-même. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que il y a la science hermétique ou l'hermétisme, appelez ça comme vous voulez, l'hermétisme et d'autres choses, qu'il n'y a pas la matière et d'autres choses. Non. La matière est une expression d'une force que l'on peut remonter à l'infini. D'accord ? Il y a, je vais vous donner juste un petit exemple. Si vous prenez donc de l'eau, vous prenez cette eau et vous la mettez dans un congélateur. Ça va faire un glaçon. D'accord ? Ce glaçon, il est dur. Il peut même vous blesser si vous jetez fort le glaçon sur la tête. Mais si vous mettez ce glaçon dans une casserole, il va devenir liquide. Ça va devenir de l'eau liquide. D'accord ? Et si vous continuez à faire bouillir, ça va devenir un gaz et il va devenir volatile. Il va se perdre d'une manière invisible dans l'atmosphère. Donc, pourtant, on parle de la même chose. Donc, c'est une manière de comprendre que la matière, ce n'est que l'expression la plus basse d'une force supérieure. Vous comprenez ? Et par cet exemple simple du glaçon, on peut très bien comprendre beaucoup de choses sur ce que nous sommes et dans le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde strictement matériel. Mais ça n'est pas parce que nous voyons la matière que nous ne pouvons pas nous hisser un peu plus haut et faire un peu comme le glaçon, c'est-à-dire aller dans d'autres sphères de cette même force, voilà, ou de cette même essence. Parfait, c'est une très bonne métaphore et je vous en remercie. Guillaume, je voudrais vous poser une autre question. C'est que ça fait plusieurs années que je suis sur ce chemin d'enseignement, en tout cas, notamment aussi grâce à l'enseignement hermétique du choix Atlante, et ce qui permet au fur et à mesure d'élever sa conscience. Donc, ce que je veux dire à partir de là, c'est que aujourd'hui, on vit des événements qu'on n'a jamais connus. Selon là où on se place en fonction de son niveau de conscience, on peut
percevoir le logiciel, enfin en tout cas pas percevoir le logiciel, percevoir une situation qui est décodée par certains logiciels, et notamment quand je lis, quand je resitue le choix Atlante par rapport à ce qui s'est passé il y a des millions d'années, il y a 800 000 ans, est-ce qu'on ne serait pas à l'aube d'un cycle qui se renouvelle? Alors, oui, vous faites référence à mon livre. Effectivement, je dis que, alors ça peut faire sauter au plafond certaines personnes, ça peut faire sourire d'autres personnes, peu importe, hein, c'est tant mieux si mon livre peut devenir comique pour certains. Mais ce que je veux dire, c'est que, euh, quoi qu'il en soit, il y a des phases, on le sait scientifiquement, on sait qu'à un moment donné, il y a le Krakatoa qui a explosé et qui a fait que la Terre a été prise par un nuage de fumée qui a duré et qui a tué certaines espèces, etc. On sait qu'il se passe des choses comme ça, on le voit par les strates, les géologues connaissent très bien ça. Donc oui, il y a eu des différentes périodes d'enfoncement, je ne sais pas comment vous dire, de cataclysme sur la planète. Et il y en aura encore, hein, ça c'est clair. L'humanité a toujours été là pour continuer son cheminement. Donc oui, si j'ai écrit ce livre, c'est parce que, me basant toujours sur l'enseignement hermétique, je dis que les êtres humains aujourd'hui revivent d'une certaine façon le karma Atlante. On ne va pas développer tout le livre, on n'aurait pas assez de temps, mais en tout cas, voilà, ceux qui veulent le lire pourront voir de quoi je parle. Et puis aujourd'hui, effectivement, nous sommes à la fin d'un temps. Je ne dis pas à la fin des temps, à la fin d'un temps. Alors ça peut paraître douloureux, un peu surprenant ce que je dis là, mais vous savez, quand j'en parlais il y a quelques années, les gens me regardaient avec des yeux tout ronds en me disant « Mais qu'est-ce qu'il nous raconte, cet homme-là » Mais aujourd'hui, force est de constater que on s'aperçoit, il faudrait être vraiment aveugle ou complètement inconscient pour voir qu'il ne se passe rien sur cette terre et que la vie qu'on vivait il y a quelques années seulement n'est plus la même aujourd'hui. Et donc ça, c'est venu après le 11 septembre, les choses se sont un petit peu durcies sur Terre et puis elles ne font que se durcir aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on est à la veille de quelque chose? Eh bien, moi, je ne dirais pas qu'on est à la veille de quelque chose, on est entré dans quelque chose. On est entré dans un cycle de renouvellement. Alors, les renouvellements ne se font pas sans mal, bien sûr. Ce renouvellement-là doit permettre aux êtres humains de prendre conscience d'autre chose, parce que c'est là le but, hein, le but de toute cette recherche intérieure, c'est d'être plus élevé en conscience, de grandir en conscience. Hein. Et donc, pour grandir en conscience, eh bien, il faut s'intéresser un petit peu à ce que nous sommes réellement et intérieurement. Donc, oui, les choses sont en train de changer. Oui, ça va faire mal. Donc, moi, je ne veux pas m'ériger en prophète ni en oiseau de mauvais augure, pas du tout. Mais je dis simplement, regardez ce qui se passe. Et des choses vont aller un petit peu plus loin encore. Et quand j'en parlais, je vous dis ça de manière très simple, j'en parlais, c'était pris un peu à la légère. Mais maintenant, j'en parle un peu plus parce que certains scientifiques, alors qu'ils ne sont pas, bien entendu, aussi, sont un peu rejetés par l'académie, on va dire, c'est qu'ils parlent après tous les travaux qu'ils ont pu faire, les statistiques qu'ils ont pu faire et les comparaisons, eh bien, ils arrivent à dire que nous allons vers une catastrophe à la fois écologique, mais aussi humaine. Et donc, ces gens-là, qui se font appeler des collapsologues, disent des choses qui sont basées sur des faits scientifiques. Donc, après, une fois de plus, moi je ne suis pas scientifique, donc je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, je ne fais que citer, mais en tout cas, on se rend compte qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se passent et que à chaque fois, il y a comme une sorte de cube qui vient se mettre pour construire un édifice qui semble être très, très précaire. Et on peut penser qu'effectivement, il va y avoir un changement de toute façon. Et j'arrêterai là après mon discours sur ce thème. Mais si on analyse
par soi-même, comme ça, avec un peu, en usant un peu de notre intelligence, on s'aperçoit que et il y a des choses qui se sont passées, qui se passent et qui ne vont pas dans ce monde. On voit très bien que les politiques essayent par tous les moyens de réagir et de faire, j'entre pas dans des débats de qui que ce soit, de quelque parti que ce soit, mais ils essayent de faire de leur mieux, semble-t-il. Donc, mais ils n'y arrivent pas. Ou alors, est-ce qu'ils suivent un autre chemin? Ça, c'est possible aussi, qu'on ne comprend pas bien ou qu'on veut ne pas nous faire comprendre. Je ne sais pas. En tout cas, plus rien n'y fait. Et à chaque fois qu'on essaye de mettre quelque chose en place, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une fuite qui se fait ailleurs. Donc, à un moment donné, cet édifice ne peut plus tenir debout. Et cet édifice, ça s'appelle notre système de civilisation. Et notre système de civilisation est moribond maintenant. Et même si on essaie de faire quelque chose, c'est comme, pour reprendre la parabole de Jésus dans les évangiles, on ne peut pas faire du vin nouveau dans de vieilles outres. Et donc là, on ne peut pas aujourd'hui refaire une civilisation si on se base toujours sur les mêmes critères qui sont des critères obsolètes et fragiles. Donc on ne peut plus aujourd'hui. Il faut donc faire table rase. Alors si nous, on n'est pas capable de le faire, eh bien c'est la nature qui le fera pour nous. Oui, c'est très bien dit. Il y a ce vieil adage qui dit en faisant de la même chose, on obtient toujours de la même chose. Donc c'est bien en tout cas des prémices de constatation que nous sommes en plein changement d'ère ou de civilisation. Fabio, est-ce que tu as une question? Je sais que nous avons préparé de questions. Moi, je peux avoir une centaine de questions, mais on va essayer de faire court. Vous qui avez étudié, Monsieur Delage, l'espèce humaine depuis presque le début de l'humanité, est-ce qu'on a cette notion de polarité qui revient, le bien, le mal, à chaque fois et depuis le début? Est-ce qu'on peut faire un constat que l'être humain est foncièrement bon ou est foncièrement mauvais à la base? Oui, c'est une bonne question. Non, moi je suis pas du tout manichéen, bien que effectivement vous avez raison, mon livre semble démontrer ça. Donc je ne dis pas qu'il y a le bien et le mal, parce que le bien absolu n'existe pas, le mal absolu n'existe pas. Mais dès l'instant où nous sommes dans ce monde, qui est un monde de polarité, d'accord? Donc nous sommes bien obligés d'agir sur la polarité, vous comprenez? Et la polarité se manifeste partout, le blanc, le noir, le chaud, le froid, etc., etc. Donc, tout ça n'existe que parce que notre monde existe, mais ça n'existe pas. Alors, vous savez, c'est l'histoire du bien et du mal, c'est une histoire un peu relative, parce que ce qui est bien pour Monsieur X n'est pas bien pour Monsieur Z, et ce qui est bien pour Monsieur A n'est pas bien pour Monsieur B. Donc, c'est très difficile de dire qu'il y a le bien, il y a le mal. En tout cas, le mal n'est qu'un moindre bien. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, le mal n'est qu'un moindre bien. Et effectivement, il y a des êtres qui ne suivent pas la loi. Et le problème, tout est là. Tout est là. En fait, quand on s'éloigne de la loi d'évolution, on va dans quelque chose qui est tangentiel. Et donc, on finit par tomber dans quelque chose qui n'est plus la loi. Et c'est ce que certains appellent le mal. Vous voyez? Parce que le mal n'est que l'absence de bien, et c'est-à-dire c'est l'absence de la loi. On ne suit plus la loi directrice, la loi d'évolution, la loi divine, appelez-la comme vous voulez. Donc on ne suit plus cette voie. Alors si on ne suit plus cette voie, on est dans une voie, je dirais, je ne trouve pas le terme exact, mais je vais dire simplement une voie d'atrophie, alors que l'autre est une voie d'expansion. Vous voyez? Donc cette atrophie nous amène vers ce que l'on appelle le mal, qui est un mot qui n'existe pas, hein, mais qui a une correspondance, en tout cas, dans une façon de voir les choses. Voilà. Donc oui, pour l'être humain, on peut dire qu'il y a le bien, le mal, mais le bien et le mal à l'échelon universel n'existent pas. Mais ça, c'est la façon humaine de voir les choses. Et les anciens ne voyaient pas les choses comme ça. C'est un principe un peu taoïste, ce que je vous dis là, c'est-à-dire que les gens, dans la voie
l'évolution spirituelle, voyez la politique comme, et je vous invite à lire le Tao Te Ching, bien que ce soit très, très difficile à comprendre, puisqu'il y a beaucoup de choses cachées dedans, et difficiles à extraire, mais en tout cas, on va dire d'une manière un peu abrupte, les taoïstes, voyez, les taoïstes initiés, hein, je veux parler du taoïsme ésotérique, et moi j'aime bien ça, c'est-à-dire qu'ils disaient que l'être humain est, pour la politique, avec les pieds ancrés dans la terre et qu'il devait regarder au ciel pour s'accomplir. Et je pense que c'est ça, c'est la voie verticale qu'il faut voir et non pas la voie horizontale, vous comprenez? Voilà. Absolument. J'ai une question sur la civilisation que nous sommes, parce que vous parliez tout à l'heure de la fin de cette civilisation. Pour remettre le cadre en place, c'est qu'il y a eu plusieurs civilisations. Les Lémuriens, qui est la civilisation. Ah non, il y a eu, non, ça c'est selon l'enseignement hermétique, il y a eu d'abord quand la Terre, enfin, faut pas rentrer là-dedans parce que ce serait trop long, mais il y a 7 familles humaines en quelque sorte. Bon, en quelque sorte, c'est ce que dit la tradition, ce que dit l'enseignement, 7 familles humaines. La première étant la famille ou la polaire, donc qui a duré des milliers d'années. Ensuite, les hyperborées. Alors, certains diront hyperborées, c'est pas ça, mais on ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Ensuite, il y a eu la Lémurie et les Atlantes. Et nous sommes aujourd'hui la 5e race humaine, donc qui s'est transformée au fil du temps et qui est devenue ce que nous sommes aujourd'hui après le grand cataclysme qui a eu lieu. D'accord? Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut employer ce terme, donc qui est toute notre humanité aujourd'hui. Sans distinction, bien sûr. Donc, voilà, c'est les 5 familles humaines qui se sont manifestées jusqu'alors. Il reste 2 familles humaines à venir. Et les 2 prochaines familles, est-ce qu'on peut en savoir? Est-ce que vous pouvez nous les nommer? Non, la tradition hermétique s'arrête là. Enfin, moi, je pourrais vous donner quelques exemples, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, l'enseignement hermétique, vous savez, est quelque chose de très important. C'est un cursus énorme, fantastique, mais qui n'est pas total, qui n'est pas complet. Et au fur et à mesure que l'être humain évolue, eh bien, certaines choses nous sont transmises. Et je pense que dans les décennies qui viennent, peut-être d'autres choses seront transmises, mais ça ne dépend pas de nous, ça dépend de certaines structures, etc. Enfin, ça, c'est un autre débat. J'ai une question, Monsieur Delage. Je voudrais que vous me dites quel est le sens profond de la méditation. Parce que nous sommes des méditants avec Fabio, mais je sais que vous enseignez le sens profond de la méditation. Alors, vous savez, la méditation, c'est quelque chose, là encore, le New Age a apporté la méditation. On a entendu parler de méditation bouddhique, on a entendu parler de ces choses-là, et on fait aujourd'hui de la méditation. On fait de la méditation dans les comités d'entreprise, on fait de la méditation. Tout ça, ça n'est pas de la méditation. La méditation, c'est autre chose. La méditation, on ne va pas parler de la méditation maintenant, je vais simplement vous donner la différence entre la méditation et ce qui se passe. Beaucoup de personnes me disent, moi je médite, c'est très bien, c'est parfait, mais est-ce que c'est de la méditation? C'est plutôt de la relaxation. Les gens font plutôt de la relaxation. Alors la relaxation peut être de différentes façons. Il peut y avoir de la relaxation physique, mentale, émotionnelle. Une personne qui est très stressée, qui se détend, fait de la relaxation et elle peut appeler ça de la méditation. Le problème de la méditation, c'est que ce qu'on appelle la méditation, ça n'est pas de la méditation. Je mets souvent en garde beaucoup de personnes qui viennent à mes séminaires en leur disant ceci. Attention à la méditation parce que il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est se laisser aller son esprit. En laissant aller son esprit, vous avez des gens qui vous disent « Oh, c'était formidable, tout à coup, j'étais en méditation, tout à coup, j'ai vu un paysage, mais d'une beauté extraordinaire, avec des lumières fantastiques, des êtres qui étaient là, et j'ai même senti un être de lumière qui me parlait, etc. » Alors vous dites « Mais c'est formidable ce que cette personne a
entendu, vu, ressenti, etc. Alors, oui, c'est peut-être formidable selon où on se place. Mais il faut savoir que la méditation, c'est pas du tout cet aspect-là qui est un aspect astral qui confine à la médiumnité. Et là, ça peut être justement très, très dangereux. Et que la méditation, c'est une absence justement de passivité de la conscience. Voilà. Donc, la méditation, c'est tout autre chose. On ne va pas parler aujourd'hui de la méditation, mais c'est pour vous dire que la méditation, c'est tout sauf la passivité. Parce que dans la passivité, la conscience est absente. Oui, il y en a une qui est passive, justement celle que vous énumérez, et une autre qui est dirigée, celle où on va mettre de la conscience, celle où on va créer. Oui, mais enfin, je ne sais pas de quoi vous voulez parler, mais je vous laisse le… La méditation, parce que là, vous nous parlez d'une méditation qui est beaucoup plus relaxante, dans laquelle on se laisse libre de recevoir des images ou de se relaxer. Et il y a une autre, moi ce qui m'intéresse, c'est l'autre type de méditation, parce que vous avez fait… Oui, bien sûr, mais on ne va pas en parler aujourd'hui, c'est pas le but. Je veux dire par là que, bien sûr, il y a cette autre méditation, enfin, c'est pas cette autre, il y a la méditation, et qui est plutôt une méditation active, c'est-à-dire qui consiste à se travailler sur ce qu'on appelle des idées forces ou des mantras, si on est bouddhiste, voilà, ça, là, on est dans une méditation, mais le sujet est trop long pour être abordé comme ça ici. Comme ce sont des sujets avec Fabio qui nous intéressent et que nous en pratiquons, c'était l'occasion de vous poser comme… Voilà, ben, ce que je peux vous dire, pour être simple, si vous voulez, parce que sinon, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, ça nous prendrait des heures et encore plus. Mais il est vrai que si on agit d'une manière active dans sa méditation, on est plus dans la vraie méditation que dans l'autre système dont je vous parlais, qui n'est qu'une relaxation qui amène à la médiumnité, qui amène à l'illusion, encore plus d'illusion. Donc là, quand on est en méditation, on est complètement conscient. Voilà. Donc, le but final, en quelque sorte, mais là, je vais vous dire quelque chose, mais ne le prenez pas au pied de la lettre, le but final, c'est d'être en permanence en méditation. Voilà. Fabio, est-ce que tu es une… Ouais, moi, je vais revenir rapidement sur votre livre. Donc, d'après votre œuvre, si on reprend la doctrine hermétique, tous les mythes fondateurs de toutes les religions, excusez-moi, j'ai été coupé. Donc, ouais, je voulais dire, selon la doctrine hermétique, on reprend tous les mythes fondateurs de toutes les religions, on peut constater que le fond commun est le même et finalement est basé sur l'histoire de l'Atlantide. C'est bien ça? Oui, vous avez bien compris. Oui, oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est un point intéressant d'ailleurs de parler de ça, puisque c'est un point que je décris d'une manière assez complète complète non, mais disons que je m'y attarde un petit peu dans le livre. Oui, les mythes de toutes les religions sont basés sur une histoire. Vous comprenez? On retrouve par exemple le mythe d'Adam et Ève, même de Moïse, dans certains documents, dans certaines tablettes sumériennes, avec le roi Sargon, etc. Enfin, on retrouve les mêmes fondements et on retrouve aussi l'histoire d'Adam et Ève, dans le Popol Vuh des Mayas. On retrouve ça dans tous les mythes, dans toutes les histoires de la création du monde, on retrouve plus ou moins toujours les mêmes choses. Donc ça veut dire qu'il y a un fond commun et que si on parle d'une religion en particulier, en tout cas pour celle du livre, hein, c'est-à-dire les religions juives, la religion chrétienne et la religion musulmane, eh bien on s'aperçoit que le fond commun est le même, mais qui est un peu différent quand on va beaucoup différent par rapport à d'autres régions du monde. Donc ça veut dire que l'histoire
de l'humanité vue dans le bassin méditerranéen et c'est finalement copié les uns sur les autres et puis on retrouve systématiquement les mêmes choses. Alors après, certains diront non, dans telle religion, ça s'est pas passé comme ça, etc. Bon, là, après, il faut rentrer dans le détail, et là, il faudrait faire une glose sur toutes les religions et discuter, mais là, on n'en sortirait pas, puisque chacun voudra conserver son précaré et ne voudra pas voir la vérité en face. Donc oui, effectivement, il y a un fond commun dans toutes les religions, et on retrouve l'histoire de l'Atlantide dans le déluge. Absolument. L'histoire de la grande Atlantide. Parce que, puisque vous avez vu que dans mon livre, je parle de différents effondrements de l'Atlantide. Et que l'Atlantide de Platon n'est que Poséidonis, c'est-à-dire la dernière Atlantide d'il y a à peu près 12 000 ans. Mais dans mon livre, je ne parle pratiquement que de l'Atlantide, la grande Atlantide qui, selon l'enseignement hermétique, s'est effondrée il y a 869 000 ans. Voilà. Et donc, c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. Alors après, il y a, on peut dire, mais vous avez quelle preuve, vous vous rendez compte ce que vous nous dites, vous parlez des géants, etc. Quelle preuve avez-vous? Eh bien, je vais juste vous donner un exemple. Au 19e siècle, au 19e siècle, la fin du 19e siècle, au début du 20e, on avait mis le câble qui passait du Cap Cod qui allait entre les États-Unis et l'Europe, un câble de communication. Et à un moment donné, ce câble s'est cassé et il est tombé au fond de la mer, de l'océan. Et donc, on l'a retiré après et on s'est aperçu que quand on avait relevé, il y avait plein de concrétions, vous savez, comme les concrétions qui sont sur un bateau. Généralement, ceux qui ont des bateaux le savent, on met le bateau en cale et puis on enlève toutes les concrétions qui sont sur la coque. Eh bien là, il y a plein de concrétions et certains scientifiques se sont dit c'est intéressant parce que comme on ne peut pas aller au fond de l'océan comme ça, on a des restes, on va examiner. Mais il se trouve qu'ils ont trouvé des fossiles qui ne peuvent vivre qu'à l'air libre. Et là, il se trouvait à plusieurs centaines de milles de profondeur. Vous voyez? Donc, ça prouve bien qu'il y avait quelque chose. Si on a trouvé, c'est comme il y a quelques années encore, c'est pas si vieux que ça, il y a des fouilles, pas des fouilles, mais enfin, disons des découvertes qui ont été faites au large du Brésil, où on a vu que il y avait un certain granit qu'on a retrouvé au fond de l'eau, et que ce granit était effectivement un granit qu'on ne peut retrouver que sur la terre ferme. Voilà, vous savez, il y aurait plein d'exemples comme ça, beaucoup d'exemples qui pourraient être donnés pour justement essayer d'accréditer. Mais à titre personnel, je n'en suis pas là. Je pense que chacun croit ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut. Moi, j'essaye dans mon petit coin de donner aux gens une autre alternative. Maintenant, si au fond d'eux, ils le ressentent, c'est très bien. S'ils ne le ressentent pas, c'est très bien aussi. Chacun faisant ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour convaincre. Pour informer, oui. Convaincre, non. Justement, c'est pour ça que nous retrouvons aujourd'hui, parce que ça suscite beaucoup d'intérêt, sachant quand on commence à ouvrir sa conscience, ou même quand on qu'on fait ses propres recherches, qu'on lit des livres comme le vôtre, ou des voyages. Moi, par exemple, avec ma famille, j'oriente mes voyages sur quelques stigmates ou quelques artefacts de ces anciennes civilisations. Et je vais poser ma question parce que, vous savez, mon intérêt, j'ai été au Pérou, sur le site de Sacsayhuamán, et c'est le site le plus beau de toute ma vie que j'ai jamais vu en termes de structure, les structures mégalithiques. Est-ce que ce site de Sacsayhuamán provient justement de la civilisation atlante? Alors, bon, bien fort celui qui pourrait répondre à cette question. En tout cas, est-ce que je prendrai la question d'une autre façon. Est-ce que ce site est un site très ancien? Alors, je serais tenté de dire oui, bien sûr. Est-ce que c'est un site qui a été créé par une technologie particulière? Je dirais oui, effectivement, c'est un site qui a été créé avec une technologie particulière. Mais je pense que
dans beaucoup d'articles, dans beaucoup de mes articles, de mes travaux, etc., j'ai beaucoup parlé de ces choses-là pour justement dire une seule chose. Bon, très bien, Saxa Woman, c'est fantastique comme vous le dites, parce que on voit très bien que ça a été construit justement, non seulement avec de l'intelligence mythologique, ça a été construit avec un savoir colossal, mais ça a été fait selon aussi une structure de composition qui était de nature à éviter que les tremblements de terre détruisent tout. D'accord? Donc, il y avait vraiment une intelligence particulière. Et cette intelligence particulière, on ne la retrouve pas qu'à Sacsayhuaman, on la retrouve partout au Pérou, dans d'autres pays exactement. On retrouve tout ça, toutes ces choses-là, bien sûr, ce sont les dernières preuves qu'il y a une civilisation ancienne. Alors, est-ce que c'est l'Atlantide? Est-ce que c'est juste après l'Atlantide, etc.? Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces personnes qui ont construit euh, ces vestiges aujourd'hui, mais qui étaient des villes ou des structures édifiées par le passé, eh bien, étaient des personnes qui vivaient bien avant les Mayas, les Incas, les Toltecs, etc. Donc, c'était bien sûr des civilisations très, très anciennes, bien plus anciennes que celles qu'on veut nous faire croire. Donc, ça existe partout dans le monde. Ces structures-là, il y en a partout. Il y en a en Sibérie, il y en a même en Indonésie, il y en a en Égypte, bien sûr. Enfin, partout où on peut mettre le nez dans le monde, vous savez, c'est pas la peine d'aller très loin. Vous allez à Karnak, en Bretagne, et vous voyez des alignements qui sont faits d'une manière très rigoureuse. J'en parle un peu dans mon livre, et qui sont faites pour justement aider à ce qu'il y ait des, comment dire, c'est un peu comme des points d'acupuncture pour éviter qu'il y ait des catastrophes naturelles. Voilà. Oui, c'est très connu des géobiologistes, ce site de Karnak. Et Fabio, est-ce que je te renvoie la balle? Est-ce que tu as poser? Oui, dans votre livre, vous vous référez beaucoup à une personne, Madame Blavatsky, c'est bien ça? Blavatsky. Ah, Blavatsky, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce personnage? Je vais vous en parler très brièvement parce que c'est un personnage qui a été longtemps jeté dans la boue. C'était une grande disciple, un peu fantasque, c'est vrai, il faut le dire, mais une grande disciple. Et contrairement à ce que certains disent sur elle, en disant qu'elle a été une manipulatrice, c'est faux. Je ne vais pas répondre complètement à cette question parce que ce serait trop long, mais je vous invite à lire un livre qui est publié aux éditions Moriasson, qui est un livre excellent, c'est le meilleur qui existe sur Elena Blavatsky, et qui s'appelle L'énigme du Sphinx, Elena Blavatsky ou l'énigme du Sphinx, et qui est toute sa vie un livre écrit par Richard Naffar, et qui pour la première fois, donne des éléments de réponse aux contradictions et contradicteurs qui l'ont attaqué, qui sont sans appel. Et donc là, on voit, grâce à ce livre, elle était complètement réhabilitée, et que tout ce qui a été dit sur elle, je ne vais pas rentrer dans des polémiques en parlant de certaines personnes qui ont été des personnes qui ont étaient renommés dans le domaine de la tradition, soi-disant, et qui se sont permis de la critiquer en donnant des accusations complètement fausses. Et d'ailleurs, je dirais simplement que la Société psychique de Londres, avec un certain Hodgson qui a attaqué à l'époque Madame Blavatsky, en disant que c'était une manipulatrice, que c'était exact. Eh bien, figurez-vous qu'au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, cette fameuse Société de Londres a dit que le rapport Hodgson était complètement faux. Donc, vous voyez, tout ça pour vous dire qu'on pourrait aller très, très loin. Donc, qui était Elena Blavatsky? Eh bien, elle était une grande disciple. Elle apportait des choses considérables dans le domaine de la tradition par ceux qui lui ont confié ce savoir. Et donc, voilà, aujourd'hui, il est temps un peu de réhabiliter ce personnage qui est toujours, mais toujours attaqué, et sans fondement, parce que ceux qui l'attaquent ne savent rien sur elle. Et ça, c'est quelque chose d'assez… C'est souvent l'ignorance qui fait que
Mais oui, c'est l'ignorance, puisque quand on sait, et c'est pour ça que je vous invite d'ailleurs ce livre, quand on sait ce qui s'est passé, il y en a été de Blavatsky, eh bien c'est fini, qu'on n'a pas besoin de l'attaquer, puisqu'on sait très bien que tout ce qu'on a pu dire sur elle est démontrable comme faux. Donc voilà. Et quand je dis tous, c'est tous ceux qui ont donné de soi-disant preuves quant à sa malfaisance, entre guillemets, eh bien c'est faux. Tout ça est faux. Je voudrais vous poser une question et après, je ne voudrais pas prendre trop de votre temps, donc n'hésitez pas en tout cas à nous le dire. Voilà, écoutez, je vous écoute pour votre dernière question. Dans le livre, justement, le choix Atlante, vous relatez justement une sorte de dégénérescence au niveau de cette civilisation qui les a amenés justement à la destruction de leur cité, de cette île, les Atlantes. Est-ce que c'est un moyen de nous indiquer qu'aujourd'hui, nous sommes égarés par rapport à notre voie d'évolution? Est-ce que c'est un moyen aujourd'hui pour nous prévenir? Ah ben oui, c'est surtout une sorte de coup de semonce, hein, c'est-à-dire de nous dire aujourd'hui, est-ce qu'on est vraiment dans l'axe de ce que nous sommes principalement, c'est-à-dire un être divin. Nous sommes, on va dire, un être animal, parce que notre nature est là sur cette planète, mais nous ne sommes pas ça, si vous voulez. Donc, nous devons grandir principalement en conscience. D'ailleurs, si tous les êtres humains grandissaient en conscience, eh bien, le monde serait bien meilleur, hein. Donc, effectivement, c'est un avertissement. L'Atlantide a été la dernière période de l'Atlantide a été une catastrophe pour l'être humain parce qu'ils se sont livrés à des actes aussi bien barbares qu'inhumains, allant à l'encontre de la loi divine. Et effectivement, l'Atlantide s'est effondrée. Et aujourd'hui, il faut réajuster les choses. Nous sommes là pour réajuster, en quelque sorte, tout ce terrible malentendu qu'il y a eu sur le continent Atlante. Et donc, effectivement, aujourd'hui, la vie, la nature, nos exactions pointent du doigt un comportement qui n'est pas normal. Et donc, ce comportement qui n'est pas normal doit être rectifié. Et s'il n'est pas rectifié, eh bien c'est la nature qui le rectifiera. Formidable. Formidable. Guillaume, juste avant d'interrompre cette émission, avec Fabio, nous avons créé une société qui s'appelle Paradise Boxing Trip, qui relie les pratiques sportives comme les sports martiaux, le yoga, le surf et la marche à pied, la course à pied. Et puis également des ateliers où on fait de la préparation mentale. Et notre prochain stage se déroule dans l'île des Açores. Je pense que vous avez compris pourquoi je vous parle des îles des Açores. Est-ce que vous pourrez nous Oui, dire bien sûr. Bien, là, vous posez une question qui va nous emmener encore loin, mais enfin, on va faire court là encore. Mais les Açores, effectivement, je dirais que les Açores, avec les îles Canaries et une partie du Maroc, sont les derniers vestiges de l'Atlantide. De l'autre côté, c'est Bimini, à côté de la Floride. Donc, ce sont les derniers vestiges de l'Atlantide. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas seulement les Açores, parce que les Açores, c'est un des pics rocheux qui était très, très important à l'époque de l'Atlantide, comme l'Atlas d'ailleurs, avec le Maroc. Et on peut dire que le Maroc, les îles Canaries, les Açores étaient des points très importants, enfin des comptoirs après, parce que c'était des points de l'Atlantide et puis après des comptoirs de l'Atlantide très proches. Donc effectivement, d'ailleurs j'ai fait avec mon équipe 2 vidéos, nous avons fait 2 vidéos sur l'Atlantide et une sur le Maroc avec donc cette idée d'Atlantide et Maroc. Et donc, bien sûr, les Açores, c'est un des derniers vestiges de ce continent perdu. Formidable. C'est une belle symbolique.
Guillaume, et bien maintenant, on va bientôt couper court. Je vais juste rappeler que vous faites des séminaires parce que c'est une occasion aussi pour les gens qui nous suivent et bien de savoir que il y a des séminaires pour en tout cas essayer de trouver des pistes et des moyens pour parvenir à un niveau supérieur de conscience, de moyens de comprendre d'où on vient, où on va et pourquoi on fait ce qu'on fait aujourd'hui. Quelle est la véritable structure de l'être humain? En tout cas, c'est vraiment une occasion de vous rencontrer dans lequel nous allons participer à vos séminaires. Est-ce que, pour donner le mot de la fin, est-ce que vous avez envie de nous donner vos prochaines dates ou nous parler un peu plus de ce séminaire? Ah là là, alors écoutez, là, je suis un petit peu embêté parce que nous avions prévu des séminaires dont les dates ont été changées à cause de ces problèmes de Covid-19. Donc, les dates ont été changées. Alors, les prochains séminaires, ils sont pleins d'ailleurs aujourd'hui, ils auront lieu en septembre 2020 et en octobre et en novembre 2020. Voilà, donc je ne veux pas parler des dates vraiment parce que si cette émission est écoutée dans un an ou deux, ce sera complètement obsolète. Mais en tout cas, qu'ils écrivent donc sur à l'adresse qui est inscrite sur mon site, qui est le site www.guillaume-du6 delage avec 2a.com. Et là, il y a une page séminaire dans laquelle on peut voir les séminaires. Et je voudrais dire une chose avant de vous quitter, parce que ça vous concerne à vous particulièrement, c'est concernant les arts martiaux. Vous avez abordé les arts martiaux. Alors, les arts martiaux, malheureusement, aujourd'hui, sont considérés comme, on va parler d'une manière un peu crue, comme de la castagne uniquement et non pas comme une voie non pas de libération, ce serait trop dire, mais en tout cas, une voie, je serais tenté de dire, presque chevaleresque, par une façon de se comporter, un comportement. Et donc, pourquoi j'en parle? Parce que je sais que vous, Pascal, vous êtes très sensible à ces choses-là. Vous êtes un grand compétiteur et vous voyez les arts martiaux dans ce sens-là. Et c'est pour ça que ça peut être aussi un guide pour beaucoup de personnes très jeunes qui peuvent venir vous voir et à qui vous pouvez apporter cet aspect-là. Et cet aspect est très important dans les arts martiaux, comme vous le savez mieux que moi. Donc voilà, je tenais simplement à dire ça pour vous saluer pour votre travail. Merci beaucoup, Guillaume. Fabio? Oui, Monsieur Delage, je vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé. Et j'invite vraiment toutes les personnes qui vont voir cette vidéo à se procurer votre livre, parce que moi, je me suis régalé. Merci, vous êtes très gentil. Je vous remercie beaucoup. Et puis, je salue aussi toutes les personnes qui vont nous écouter. À bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt.